Le Sénégal a produit son premier baril de pétrole offshore à partir du champ de Sangomar. Woodside Energy a annoncé le 11 juin avoir produit et expédié avec succès le premier baril de pétrole du champ de Sangomar situé au large du Sénégal. D'un coût compris entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars, cette première phase comprend un total de 28 puits dont 21 ont été forés et complétés. Ce projet marque un tournant majeur puisqu'il s'agit du premier projet d'exploitation pétrolière offshore du pays et représente une étape importante dans le secteur énergétique du Sénégal, ouvrant de nouvelles perspectives au pays en termes de production d'hydrocarbures. La première phase de développement comprend une unité flottante de production, de stockage et de déchargement d'une capacité nominale de 100 000 barils par jour reliée à des infrastructures sous-marines permettant des phases ultérieures d'expansion. Baptisé Léopold Sédar Senghor en hommage au premier président sénégalais, l'unité flottante est amarrée à 100 km des côtes avec un stockage de 1,3 million de barils. Chiffré entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars, l'estimation des coûts pour cette première phase reste dans les clés annoncées précédemment par Woodside. Le groupe prévoit de poursuivre les activités de mise en service et d'augmenter progressivement la production en 2024. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, du Niger a indiqué dans un communiqué publié samedi 8 juin 2024 que le Bénin a commis de multiples violations des accords pétroliers entre les deux pays. Il s'agit de la convocation par le président béninois Patrice Talon de l'administration de la West African Oil Pipeline Company, WACPO Bénin, pour lui notifier l'interdiction d'entrer dans les eaux territoriales béninoises, l'expulsion des inspecteurs nigérians de la plateforme de chargement des navires et l'enlèvement de l'équipe WACPO Niger en mission officielle au Bénin. Le Niger dénonce à cet effet cette série d'incidents qui mettent en péril l'exploitation du pétrole nigérien. Le transport du pétrole brut nigérian via le Bénin a été encadré par plusieurs accords bilatéraux. Selon le gouvernement de transition du Niger, depuis le 26 juillet 2023, date de l'avènement du CNSP, le président béninois Patrice Talon a multiplié les violations de ces accords. Les déclarations des dirigeants des deux pays ne laissent pas entrevoir pour le moment un règlement selon certains observateurs. Toutefois, le président Patrice Talon a réitéré en ce début de mois de juin la disponibilité de son administration à collaborer notamment au sujet de la douane. En mars 2024, les autorités béninoises et nigériennes ont inauguré un pipeline géant de 2000 km de long avec des réserves de pétrole évaluées à 2 milliards de barils. Le Niger mise sur l'or noir pour doper son budget national. Le Bénin, grâce aux droits de passage, espère également tirer des bénéfices de la mise en route de ce pipeline géant. Lors de son discours prononcé à l'occasion de la journée de la démocratie, le président Bola Tinubu a affirmé mercredi que l'économie du Nigeria a désespérément besoin de réformes depuis des décennies. Il a souligné que l'économie du pays est déséquilibrée en raison d'une dépendance excessive aux revenus issus de l'exploitation pétrolière. Tinubu a expliqué que les réformes initiées par son administration visent à créer une base plus solide et meilleure pour la croissance future du Nigeria. Il a reconnu que ces réformes économiques ont entraîné des difficultés pour la population, mais il a insisté sur leur nécessité pour redresser l'économie à long terme. Cependant, il a ajouté que ces réformes sont des réparations nécessaires pour garantir à tous les citoyens un accès équitable aux opportunités économiques, un salaire juste et une compensation appropriée pour le travail. Tinubu a également promis de rester à l'écoute des préoccupations de la population tout en poursuivant les réformes économiques. Dans cet esprit, le président du Nigeria a annoncé que son administration avait négocié de bonne foi avec les syndicats sur un nouveau salaire minimum national. Il a indiqué qu'un projet de loi exécutif sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale pour inscrire les accords convenus dans la loi pour les 5 prochaines années au moins. Le nombre de pays africains dont le ratio dette-PIB dépasse 60% est passé de 6 pays en 2013 à 27 pays en 2023, notamment en raison de nombreux chocs exogènes mondiaux tels que la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine
et la crise climatique selon un récent rapport publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CENICET. Le rapport souligne que 769 millions d'Africains vivent actuellement dans des pays où les paiements d'intérêts sur la dette dépassent les dépenses publiques dans des secteurs vitaux tels que l'éducation ou la santé, ce qui rend la gestion de la dette publique encore plus difficile. Intitulé « Un monde de dette, un fardeau croissant pour la prospérité mondiale », le rapport souligne que le remboursement de la dette devient également plus coûteux, affectant de manière disproportionnée le développement des pays en développement. En 2023, ceux-ci ont payé 847 milliards de dollars d'intérêts nets, soit une augmentation de 26% par rapport à 2021. Notant que les pays en développement consacrent actuellement une plus grande partie de leur PIB au paiement des intérêts qu'aux initiatives climatiques, la CENICET propose un plan de réforme du système institutionnel financier mondial et promeut les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies pour résoudre la crise de la dette. La bataille politique post-électorale contre que la Cour constitutionnelle est maintenant saisie de l'affaire, les enjeux sont élevés pour le pays. L'issue de ces contestations pourrait affecter le choix du prochain président sud-africain. C'est la stupeur et la tristesse qui règnent au Malawi. L'avion transportant le vice-président Saulos Chilimon et 9 autres passagers ont été retrouvés mardi sans aucun survivant. L'avion militaire parti de Lilongwe lundi matin a disparu des radars et n'a pas atteint sa destination prévue à l'aéroport international de Zuzu. Lors d'une conférence de presse, le président a annoncé la disparition de tous les passagers et déclaré la fin des opérations de recherche. Dans chaque nation, nous avons toujours des dirigeants qui sont aussi des parents. Pas pour une personne, pas pour deux, mais pour de nombreuses communautés. C'est donc triste. C'est triste. Je sais qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'il y a un temps pour tout. Mais je dirais que c'est vraiment un moment triste pour nous. C'est triste d'entendre cette histoire, surtout pour la nation, étant donné que Saulos Chilima a fait beaucoup de choses ici au Malawi. En tant que vice-président, il a aidé beaucoup de gens, même le gouvernement actuel. Je suis sûr que sans Saulos Chilima, nous aurions pu nous retrouver dans une autre élection. L'annonce de la disparition du vice-président a également suscité de nombreuses réactions de la part des populations. Les opérations de recherche pour tenter de localiser l'avion ont également suscité des critiques. Les responsables du mouvement pour la transformation unie, le parti de Saulos Chilimon, ont critiqué la lenteur de la réaction du gouvernement. Saulos Chilimon, 51 ans, allait représenter le gouvernement aux funérailles de l'ancien ministre Raphaël Kazambara, décédé il y a 4 jours. 2 semaines après les élections législatives à Madagascar le 29 mai dernier, la Commission électorale nationale et indépendante a rendu publics les résultats provisoires. Les résultats publiés ont révélé qu'aucun parti n'a encore obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 82 sur les 163 sièges prévus. Les candidats issus du parti présidentiel n'ont obtenu jusque-là que 80 sièges, les indépendants 52, l'opposition 25 et quelques petits partis se partagent les sièges restants. Les alliances avec les candidats vainqueurs qui se sont présentés sous la bannière indépendant seront déterminantes. La Haute Cour constitutionnelle a désormais 16 jours pour proclamer les résultats définitifs. Ces élections ont été marquées par une vague de contestation, les candidats du parti au pouvoir et l'opposition s'accusant mutuellement de fraude. Le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan a lancé un appel ce mardi pour obtenir des informations et des preuves des atrocités commises dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan. Des informations préliminaires semblent révéler une attaque profonde contre la dignité humaine. Les éléments de preuve que mon bureau a recueillis à ce jour semblent montrer des allégations crédibles et répétées d'attaques contre la population civile, en particulier des attaques dirigées contre des camps de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Il semble montrer le recours généralisé et courant au viol. Il semble révéler de façon constante le bombardement de zones civiles, le pillage de propriétés et les attaques contre des hôpitaux.
Alors que les investigations sont en cours, les forces de soutien rapide ont pillé dimanche l'hôpital d'Al-Fasher au Darfour. Il est scandaleux que nous permettions à l'histoire de se répéter une nouvelle fois de plus au Darfour. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas permettre que le Darfour devienne une fois de plus l'atrocité oubliée du monde. Les événements survenus au Darfour occidental et à El Geneina en 2023 figurent parmi les principales priorités de l'enquête. Le Soudan est confronté à une crise humanitaire sans précédent. L'Organisation internationale pour les migrations prévoit plus de 10 millions de personnes déplacées en raison de la guerre civile qui ravage le pays. Depuis avril 2023, de violents combats opposent les forces armées soudanaises aux forces de soutien rapide. Ces affrontements ont déjà forcé près de 7 millions de personnes à fuir le foyer, portant le total des déplacés internes à 9,9 millions, selon la matrice de suivi des déplacements de l'OIM. Parmi ces déplacés, les femmes et les enfants représentent une grande partie, avec plus d'un quart étant des enfants de moins de 5 ans. La situation est d'autant plus critique que de nombreuses personnes déplacées ont cherché refuge dans les pays voisins comme le Tchad, le Soudan du Sud et l'Égypte. Les ravages du conflit sont aggravés par des risques de famine et de maladies. Les experts soulignent que la saison des pluies à venir pourrait entraîner des catastrophes climatiques et une propagation accrue des maladies. Les infrastructures essentielles, y compris les centres de santé, ont été détruites, rendant l'acheminement de l'aide humanitaire particulièrement difficile. L'accès à l'aide est souvent discontinu, voire inexistant dans certaines régions. La semaine dernière, le comité permanent interorganisation des Nations Unies a lancé un avertissement qualifiant la situation au Soudan de catastrophique. Plus de 800 000 civils sont piégés par des combats et des bombardements aériens incessants. Malgré la gravité de la situation, seuls 19% des fonds demandés par l'OIM ont été récoltés. Kemtio. Ceux, et le Tio là, ceux qui sont noirs, les noirs, et leur pays, Kemet, la négricie. Les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Il ne manquait pas de science, absolument pas. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Oser parler contre les égyptologues, ça a été un coup de tonnerre. On n'a plus pu parler de l'africanisme sans parler de nation nègre et culture, même pour le démolir. En lui disant « tu ne vas pas enseigner », au fond, Senghor le jette dans l'arène politique.